nous allons passer un bel instant sympa, joyeux, sur une thématique d'hyper-actualité, l'iode et la thyroïde. Ce petit papillon qui est dans votre cou et qui est absolument nécessaire à votre organisme tout entier. C'est ce qui permet aux médecins de voir s'il y a probablement une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. Et sur cette goutte de sang, on va doser une hormone particulière qui s'appelle la TSH. Donc la vraie question, c'est est-ce que il est possible justement de faire en sorte que le système immunitaire se calme et cesse d'agresser la thyroïde? Bonjour à tous, nous allons passer un bel instant sympa, joyeux, évidemment, sur une thématique d'hyper-actualité, l'iode et la thyroïde. Alors l'iode, je suis évidemment avec Jean, qui est là pour aller dans le détail du fonctionnement de cet oligo-élément essentiel qu'on appelle l'iode, et qui est en rapport direct avec votre thyroïde, ce petit papillon qui est dans votre cou et qui est absolument nécessaire à votre croissance, à votre cerveau, à vos muscles, bref, à votre organisme tout entier. Alors la première question que vous allez me poser, c'est iode. Qu'est-ce que c'est que ce truc iode? Pourquoi on l'appelle iode? Un petit retour en arrière, 1811. Figurez-vous qu'il y a une personne qui est un chercheur, au fond, sans même le savoir, et qui va faire chauffer une algue particulière, une algue qui sort de l'eau, et voilà qu'elle devient violette. Curieux, violette. Alors il en parle à un chimiste français qui s'appelle Gay-Lussac, et Gay-Lussac, avec cet homme qui a fait chauffer cette algue qui est devenue violette, il est allé dans la littérature grecque, si on peut dire, et il a vu que violet, ça se dit iodes en grec, ios, iodes, et donc il va appeler ce qui sort de cette algue et qui devient violet, l'iode. Et voilà pourquoi cela s'appelle l'iode. Et cette iode, on va se rendre compte rapidement combien elle est importante pour la santé. Et le premier qui va voir clair, c'est un interne des hôpitaux de Paris qui s'appelle Jean Lugol. Beaucoup de gens vont penser que le Lugol, c'est un alcool, ça n'a rien à voir. C'est comme quand j'étais à la fac, on avait un prof qui s'appelait Christol, et nous les étudiants, nous crions à alcool, n'est-ce pas? Ça n'avait rien à voir. Eh bien, Lugol est un type extrêmement intelligent qui a compris qu'effectivement cette iode est utile et il va faire quoi avec cette iode? Une solution iodée du iodure de potassium plus ou moins concentré à 1 ou 5% et on va appeler son produit le Lugol. Il devient un nom commun alors que c'est un nom d'un homme tout à fait intelligent qui va présenter tout ça à l'Académie, évidemment, de médecine à Paris dans les années suivantes et tout cela va être parfaitement accepté. On va se rendre compte combien l'iode est important. Mais si l'iode est important, est-ce que quand nous naissons, nous avons tout ce qu'il faut, une thyroïde qui marche bien, et tout va se mettre en place, parce que on imagine facilement que c'est notre maman qui nous envoie l'iode quand nous sommes dans le ventre maternel. Eh bien oui, mais savez-vous que l'on peut naître sans thyroïde? Ah oui, ça s'appelle une agénésie thyroïdienne. Et cette agénésie thyroïdienne, eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, on la détecte très tôt, dès la naissance, et c'est hyper important, c'est même obligatoire. Ça s'appelle le test de Guntry, peu importe comment ça s'écrit. Ce test de Guntry, les mamans ne le savent pas, mais quand le petit vient de naître, on prend son talon, on pique à peine son talon pour avoir une goutte de sang, et sur cette goutte de sang, on va doser une hormone particulière qui s'appelle la TSH, thyréostimuline hormone. Tiens, thyréostimuline hormone qui stimule la thyroïde. Alors Jean, hormone qui stimule la thyroïde, est-ce qu'il n'y en a pas encore une autre dessus?
Comment ça fonctionne tout ça? C'est quand même incroyable. On peut naître sans thyroïde, on peut en faire le diagnostic dès la naissance, et alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? S'il n'y a pas de thyroïde à la naissance, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un taux de TSH qui va être élevé. Cette hormone qui est censée stimuler la thyroïde, en fait, elle fonctionne par rétrocontrôle négatif. Si la thyroïde produit plus d'hormones thyroïdiennes, l'augmentation des hormones thyroïdiennes dans la circulation va faire baisser la production de cette fameuse TSH, et vice-versa. Si la production d'hormones thyroïdiennes diminue, la production de TSH par l'hypophyse va augmenter. C'est ce qui permet aux médecins, avec un bilan sanguin assez simple, de voir s'il y a probablement une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. Donc hypothyroïdie, la TSH est plus élevée que la norme, et c'est-à-dire il y en a trop. Et ça veut dire qu'en bas, la thyroïde ne répond pas. Ça ne répond pas bien, donc il ça faut veut la dire stimuler que plus. L'hypophyse stimule la thyroïde en disant il faut que tu fonctionnes, que tu fabriques l'hormone thyroïdienne. C'est ça, tout à fait. On est d'accord. Et on peut avoir comme résultat des hormones thyroïdiennes à un niveau correct. Alors tu dis des hormones, il y en a plusieurs. Alors, il y en a deux, ouais. Donc l'hypothyroïdie, il y a une thyroïde qui fonctionne moins, qui produit moins d'hormones, donc la TSH va être plus élevée. À l'inverse, l'hyperthyroïdie, donc on va avoir une TSH qui va être plus faible, et peut-être des taux d'hormones thyroïdiennes T3 et T4 trop élevés, qui sont trop élevés. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne suffit pas à en déterminer la cause, puisque les causes sont multiples. Mais ça, c'est du domaine médical. Voilà. Là, on va y revenir. Alors, il faut savoir qu'au-delà de la thyréostimuline hormone qui est fabriquée par la partie antérieure de l'hypophyse, une petite glande de la grosseur de l'extrémité de mon petit doigt qui est à la base du cerveau, il y a encore une autre hormone réguline qu'on appelle une thyréoréguline hormone, TRH, qui est au-dessus, qui, elle, stimule la TSH, laquelle stimule la thyroïde. Vous voyez, ça fait 3 étages, c'est fabuleux, 3 étages. Là-haut, dans un des noyaux gris centraux qu'on appelle l'hypothalamus, la thyréoréguline hormone. Au niveau de la base du cerveau, dans l'hypophyse antérieure, la TSH, et puis la thyroïde. Alors maintenant, un enfant qui naît sans thyroïde, c'est quand même embêtant. Il va falloir tout simplement le complémenter, lui apporter des complémentaires. Parce que l'enfant qui naît sans thyroïde, on va faire le diagnostic très rapidement dès la naissance. Donc on peut dire il n'a pas de thyroïde, ou alors il a une thyroïde qui est insuffisante. Parce que la maman peut-être a envoyé pendant le temps de la grossesse au travers du placenta par le cordon ombilical une insuffisante quantité d'iode pour aider cette thyroïde à se construire. Et autrefois, quand un enfant naissait sans thyroïde, ça donnait quoi? Quand on ne savait pas d'où ça venait? Il y avait des troubles du développement, puisque les hormones thyroïdiennes ont beaucoup de fonctions assez complexes, mais dans la petite enfance, dans l'enfance d'une manière générale, tout mauvais fonctionnement de la thyroïde va impacter tous les aspects du développement. Donc ce seront des enfants qui seront en hypothyroïdie, donc ils vont être moins grands, ils vont avoir un développement staturopondéral et intellectuel qui sera moins important, et c'est ce qui avait été décrit il y a bien longtemps par un certain Bourneville qui avait décrit la fameuse idiotie myxodémateuse. Idiotie, donc le pauvre enfant n'avait pas l'intellect suffisant, quoi. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui on utiliserait des termes un peu moins antipathiques, mais c'était décrit comme ça, l'idiotie myxodémateuse de Bourneville. Et ça a donné d'ailleurs cette expression consacrée, le crétin des Alpes, parce que justement il y a des liens entre la situation géographique, je dirais même géologique dans laquelle on se trouve, l'eau qu'on consomme, les aliments qu'on consomme et le fonctionnement thyroïdien. Ça veut dire qu'effectivement, dans les Alpes, autrefois, quand naissait un enfant sans thyroïde, eh bien, on disait cet enfant va être myxodémateux, ça veut dire qu'il avait un peu partout de l'édème, il était un peu gras, si vous voulez, en réalité rempli un peu d'eau, et en plus on utilisait cette expression épouvantable qui était le crétin des Alpes. Il faut savoir que tout ça, c'est de l'histoire ancienne, mais voyez, quand je vous ai dit c'est en 1811 qu'on a découvert l'iode, c'est pas très loin de nous. Donc ça veut dire que bien avant 1811, c'est-à-dire avant Napoléon Ier, il y avait quand même des pathologies qui étaient extrêmement graves, avec des enfants qui ne pouvaient pas se développer normalement.
naturellement. Ce qui veut dire qu'un enfant qui va naître sans thyroïde, madame ou monsieur ou une famille, ne vous inquiétez pas, cet enfant recevra de l'hormone thyroïdienne dès sa naissance régulièrement et se développera absolument normalement au niveau intellectuel, au niveau de sa croissance physique, psychologique, émotionnelle. Aucun souci, il vivra normalement. C'est dire que quand on n'a pas de thyroïde, il n'y a pas à s'inquiéter, le diagnostic est fait dès la naissance et le traitement sera commencé tout de suite. Donc, pas de souci. Mais évidemment, la plupart d'entre nous, quand nous naissons, heureusement, nous avons notre thyroïde. Et cette thyroïde, elle est placée dans cette zone fantastique du cou qui fait que ça ne se voit pas. Vous la voyez pas. Moi, en tant que médecin, je peux la palper, je me mets derrière votre cou et je vais palper votre thyroïde pour sentir à la fois le lobe droit et le lobe gauche. Mais évidemment, on ne le voit pas. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais ? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies, on pense vouloir quelque chose, on pense vouloir atteindre un but, on pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi. Grâce à différents outils puissants dont l'hypnose, on va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer ? Alors maintenant, rentrons dans deux cas très précis. On va parler de l'hyperthyroïdie et on va parler de l'hypothyroïdie. Hyper, ça veut dire que la thyroïde fonctionne trop, et hypo, c'est qu'elle fonctionne pas assez. Alors Jean, elle fonctionne trop, ça donne quoi ? Faut demander à son médecin, mais quand elle fonctionne trop, les effets des hormones thyroïdiennes, c'est, dans les grandes lignes, la régulation du métabolisme, la régulation de la thermie, donc la température corporelle. Donc quelqu'un qui a trop d'hormones thyroïdiennes, son métabolisme est accéléré, mais un petit peu comme si ça tournait à vide. Donc c'est quelqu'un qui a une intolérance à la chaleur, qui dépense des calories dans le vide, donc qui maigrit beaucoup, et puis qui a une espèce de tremblement fin assez caractéristique. C'est ça, un petit tremblement fin des extrémités, tout à fait. Voilà, après on peut avoir d'autres signes cliniques, mais dans les grandes lignes, c'est quelqu'un qui va être dans la thermophobie et qui va maigrir rapidement. Donc si votre médecin généraliste repère ces amaigrissements inexpliqués, ces situations-là, il va vouloir doser effectivement la TSH, ne serait-ce que ça, peut-être d'autres choses aussi. Alors il dose la TSH et qu'est-ce qu'il voit ? Il va avoir une TSH très basse. C'est ça. Elle est très basse, ça veut dire qu'il y a trop de T3, T4 parce qu'il peut doser les deux hormones thyroïdiennes, la troisième et la quatrième. Pourquoi disons 3 et 4 ? Pourquoi pas 5 et 7 ? C'est là que mon métier de nutritionniste va intervenir, parce que pour le reste, c'est le rôle du médecin de s'occuper de ça. Mais on les appelle T3 et T4 parce que ce sont deux versions d'une hormone qui ont une différence, c'est que l'une contient 4 atomes d'iode,
T4. Voilà, T4, hein, on l'appelle tétraiodothyronine ou thyroxine, et l'autre en contient seulement 3. C'est ça. Voilà. Donc on se rend compte Donc il n'y en a pas qui n'en ont que 2. Il n'y en a pas qui ont que 2. Alors c'est une version intermédiaire à mi-chemin dans les réactions qui vont permettre de fabriquer ces hormones. Voilà. Donc l'une possède 4 atomes d'iode, l'autre possède 3 atomes d'iode. Dans tous les cas, ce qu'on voit immédiatement, c'est que le déficit d'origine nutritionnelle, d'origine hydrique de l'apport en iode va impacter négativement la fonction thyroïdienne. Donc il peut y avoir des hypothyroïdies. Non, on est sur l'hyper, là, attention. Restons sur l'hyper. Voilà. Alors, tu me posais la question, donc je te réponds. Mais la différence T3, T4, c'est une histoire justement d'apport en iode. C'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que la maladie de l'hyperthyroïdie donne tous les symptômes que tu as donnés. Et en plus de cela, il y a une forme d'énervement. Et attention, le médecin doit vous envoyer chez le cardiologue. Pourquoi ? Parce que l'accélération du cœur, parce que c'est ça qui se passe. L'hormone thyroïdienne en excès fait accélérer le cœur. Vous êtes énervé, il y a hyperthermie dont tu parlais, le fait on a trop chaud, on se déshabille alors qu'il ne fait pas si chaud que cela, n'est-ce pas ? Et donc, il faut aller voir le cardiologue parce qu'il peut y avoir des complications au niveau cardiaque. Donc, ça veut dire, voyez, que la consultation cardiologique est obligatoire. Alors, on parle de maladie de Basedow. Pourquoi ? Parce que c'est un dénommé Basedow, dont je n'ai pas le prénom, qui a découvert cette maladie la première fois. Et cette maladie, on va en faire le diagnostic non seulement par la biologie, comme tu l'as dit, les dosages de la T3, de la T4 et de la TSH qui est effondrée. Elle est trop basse parce que la thyroïde s'est autonomisée par rapport aux hormones qui sont au-dessus, aux stimulines. Et donc, elle est trop active. Et figurez-vous que nous avons un moyen de le savoir. D'une part, en palpant un peu cette thyroïde, en étant derrière le patient, on sent un nodule. Tiens, il y a une petite boule, c'est pas un ganglion, c'est sur un des lobes thyroïdiens, parfois les deux, mais plus souvent un seul, et on va faire un examen particulier qui s'appelle la scintigraphie thyroïdienne. Et cette scintigraphie thyroïdienne, qui normalement montre le papillon thyroïdien que j'ai décrit et qui est ici dans notre cou, derrière la peau et entouré un petit peu de muscles, eh bien, ce papillon thyroïdien, au fond, on le voit peu. Il n'est pas très bien visible. Par contre, il y a un nodule qui est plus fort, qui fixe davantage l'iode, et on appelle cela un nodule chaud, par rapport au reste de la thyroïde qui est froide, et on parle d'un nodule chaud toxique. Pourquoi toxique ? Eh bien parce qu'il y a une toxicologie thyroïdienne, puisque cette thyroïde travaille trop. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ce nodule ? Certains vous diront il faut se jeter dessus pour l'opérer, mais non, on a des traitements antithyroïdiens, et ces traitements antithyroïdiens, on ne va pas donner de pub pour ceci ou pour cela, on les appelle en général des mercazoles, néomercazoles ou autres, peu importe, qui sont des produits qui vont bloquer la fonction de stimulation de cette thyroïde qui s'est mise à fabriquer trop d'hormones thyroïdiennes. Alors, comment se fait-il qu'elle fabrique trop d'hormones thyroïdiennes ? Il y a différentes causes là-dedans. Parmi ces causes, vous avez le stress. Et oui, un stress peut vous stresser votre thyroïde et créer ce qu'on appelle la maladie de Basedow. Et la maladie de Basedow peut se voir également d'une manière assez simple, sans même palper la thyroïde, mais il faut le faire, avec ce qu'on appelle une exophthalmie. Exophthalmie, ça veut dire que les yeux ont tendance à sortir un petit peu, il ne faut pas exagérer non plus, mais à donner un regard presque trop brillant, que les yeux ont tendance un petit peu à sortir des trous des yeux, si vous voulez, exophthalmie. Et ça, c'est un des signes. Une personne qui n'a pas d'exophthalmie, que tout d'un coup, progressivement, on voit qu'il a les yeux qui ont tendance à sortir des orbites, eh bien, c'est une hyperthyroïdie, c'est la maladie de Basedow, ça se soigne. Et donc, on a parfaitement compris combien, c'est important de soigner parce qu'il y a un problème de risque cardiaque, il faut aller voir le cardiologue, et à ce moment-là, c'est l'endocrinologue qui va prescrire ce mercazole ou ce produit mercazolique, entre guillemets, pour bloquer les hormones thyroïdiennes. Alors, il peut se faire aussi qu'il y ait une grosse thyroïde, c'est-à-dire un goitre avec une thyroïde qui fonctionne trop. Ça se voit en Afrique. Je me souviens quand j'étais au Maroc comme jeune chirurgien, j'ai opéré beaucoup de patients qui avaient des goitres, des patientes, plus souvent des femmes, mais qui étaient plutôt des goitres
hypothyroïdien que hyperthyroïdien. Donc on va rentrer maintenant dans la deuxième partie qui est l'hypothyroïdie. Alors l'hypothyroïdie, ça veut dire que la thyroïde ne fonctionne pas assez. Ah ça c'est un problème. Si vous avez une thyroïde et que vous êtes adulte comme moi et que votre thyroïde ne fonctionne pas bien, croyez-moi, vous n'allez pas être très bien. Alors, on y va pour l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, il faut savoir qu'on ne peut pas se développer normalement sans hormones thyroïdiennes. Voilà, en cas d'agénésie thyroïdienne, si on ne rajoute pas les hormones, le développement est vraiment fortement compromis, voire impossible. En hypothyroïdie, ça va fonctionner moins bien. Donc, on va retrouver pas mal de situations qui sont à l'inverse de l'hyperthyroïdie. Donc, on est plutôt, non pas dans la thermophobie, mais dans la thermophilie, c'est-à-dire qu'on est dans la frilosité. On est sur le radiateur, voilà, on se réchauffe. Près du radiateur en permanence. Il y a une prise de poids qui est liée à la fois à un ralentissement du métabolisme, mais aussi à une répartition des fluides dans les tissus anormale. C'est ce qu'on appelle le myxœdème. Donc c'est pas... On prend de l'édème, quoi. C'est pas de la masse adipeuse, c'est l'eau qui est davantage présente dans les tissus. Voilà, donc quand il y a une prise de poids inexpliquée, le médecin généraliste peut tout à fait prescrire le dosage de nouveau de la TSH. En général, il le fait. En général, maintenant, il le sait. Ça se fait très couramment. Très couramment, dans le surpoids, on essaye de voir s'il y a un problème de ce côté-là, s'il faut au besoin que le médecin prescrive des hormones thyroïdiennes, ou alors si effectivement la cause est plutôt du côté des habitudes alimentaires, du côté d'un trouble métabolique provoqué par les habitudes alimentaires ou d'un manque d'activité physique ou d'autres paramètres, parce que ce qui peut amener à la prise de poids, il y a énormément de choses à prendre en considération. Oui, mais alors là, ça veut dire que au fond, cette personne ne consomme pas assez d'iode. Elle est en hypothyroïdie parce que probablement elle ne mange pas assez de produits où il y a de l'iode. Alors où est-ce qu'on trouve l'iode ? C'est pas la seule explication. En dehors de la Méditerranée. Bon. C'est pas la seule explication possible. Il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir un processus auto-immun qui a on va y aller après sur la Hashimoto. Donc, mais effectivement, la principale raison la raison la plus fréquente pour laquelle à l'origine on avait des hypothyroïdies, notamment dans certaines vallées alpines, pas toutes, dans certaines zones de montagne en fait, c'était d'un côté l'éloignement de la mer, mais aussi d'un autre côté une question géologique, c'est-à-dire que on peut être dans des vallées loin de la mer, mais dans lesquelles du sel marin a sédimenté, parce que voilà, c'est la tectonique des plaques, la disparition des mers anciennes comme la Thétis, etc., qui contenaient énormément d'iode et dont l'iode a sédimenté, l'eau s'est évaporée, ça a formé un sel qu'on retrouve donc dans des mines de sel qui contiennent donc un sel iodé. Il faut aller dans le Tibet pour le trouver ? Alors non, pas nécessairement, parce qu'on en a dans le Jura, il y a Salins-les-Bains, dans les Pyrénées, il y a un autre endroit, dans les Alpes, on trouve des vallées dans lesquelles on peut trouver du sel minier, c'est le cas de Salzbourg, littéralement la ville du sel. Ouais, il y a une Salzbourg zone... en Autriche. Absolument, ouais. Le Salzkammergut aussi, donc c'est les montagnes à côté. Donc on peut trouver du sel minier qui apporte de l'iode, et puis en Silésie, donc vers l'est de l'Europe, on a du sel minier qui est très connu, réputé. Voilà, donc c'est un peu le même principe que les sels qu'on va retrouver dans des vallées de montagne. Donc quand on est dans des zones de montagne dans lesquelles la géologie ne met pas à disposition de sources d'iode, l'eau en contient moins, le sel n'en contient pas, et du coup l'apport peut être insuffisant, et dans ce cas-là, l'incapacité à produire des quantités suffisantes d'hormones thyroïdiennes va mettre donc les personnes en hypothyroïdie. Après, il y a des variabilités individuelles. Dans les zones de montagne, ce qu'on appelait à l'époque le crétinisme était endémique. Et c'était le cas aussi d'ailleurs dans certaines zones, par exemple en Amérique du Nord, il y avait la ceinture du goitre, Goiter Belt, donc des Appalaches vers les... Belt goitre, quoi. Voilà, c'est ça. Une ceinture. C'est ça, donc une zone comme ça géographique. Montagneuse au fond. Oui, des Appalaches jusque vers les Grands Lacs où il y avait beaucoup plus de goitre. Ouais, donc ces problèmes de goitre endémiques ont été en bonne partie résolus dans la plupart des pays du monde grâce à l'introduction du sel iodé. Ah, voilà. Sel iodé. Donc tu sales sel iodé, quoi.
C'est du sel. Alors, je ne sais plus si c'est encore mentionné. Tous les sels sont iodés maintenant? Alors, je sais. Il me semble que oui. Parce que ça a permis de réduire très très fortement. On est passé d'une endémie qui pouvait être de l'ordre de 70%, je crois, dans certaines zones où il y en avait vraiment beaucoup, à quelque chose comme, à l'échelle mondiale, le déficit en iode correspond à peu près à 2,4% de la population, je crois. Donc, ça a énormément diminué. D'accord. Alors, ce qui est important quand même à savoir, c'est où est-ce qu'on peut trouver l'iode en dehors du sel iodé, ce qui est déjà une bonne chose, qui peut être aussi insuffisant, parce que des hypothyroïdies, on va en parler un peu plus, il y en a à l'appel aujourd'hui. Je pense qu'il y a des labos qui sont très contents qu'il y a de l'hypothyroïdie, c'est-à-dire des maladies thyroïdiennes, parce que c'est une maladie thyroïdienne que être en insuffisance thyroïdienne. Alors, avant d'y rentrer, où est-ce que je peux trouver l'iode en dehors des algues ? Alors, il y a déjà le sel. Maintenant, il y a des situations dans lesquelles le sel va être déconseillé, notamment les patients qui sont en hypertension artérielle. Il faut être prudent, donc réduire la quantité de sel, parce que l'excès de sel, de sodium en particulier, va perturber la répartition des fluides et va augmenter ce qu'on appelle la volémie, le volume sanguin, donc augmenter le risque d'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque quand même assez grave, donc il faut prendre ça au sérieux. Chez les personnes âgées, quoi. Pas surtout. Seulement, ça peut être des personnes qui ont des troubles métaboliques, de l'obésité, même jeunes. Voilà, quand il y a de l'hypertension, ça fait partie des conseils en plus des traitements. Voilà, donc ça c'est une chose qui peut expliquer éventuellement une réduction de l'apport en iode. À ce moment-là, on va aller se tourner vers tout ce qui est produit de la mer. Voilà. Alors les poissons. Je précise de la mer, pourquoi ? Parce que les poissons de lac ne contiennent pas autant d'iode que les poissons de la mer. C'est pas trop la truite, quoi. Beaucoup moins. La truite de mer, oui. Oui, de mer. Ouais. Voilà. Après, sardines, maquereaux, anchois, flétans, la liste de poissons et de fruits de mer. Les fruits de mer, les huîtres. Très bien. Moi, j'en prends tous les samedis, attention. Ouais, mais les mois en R, pas les mois sans R. D'une manière générale, tout ce qui est fruits de mer, coques, etc., comme elles filtrent, sont des valves, elles filtrent l'eau de mer, elles contiennent beaucoup d'oligo-éléments, dont en particulier de l'iode. Et pas que, parce qu'il y a d'autres oligo-éléments qui vont intervenir dans la fabrication des hormones thyroïdiennes. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Tu connais la patate de mer? Tu as vu ça déjà? Tu m'en avais parlé. C'est incroyable, c'est magnifique. Écoutez, la patate de mer, quand vous allez voir le gars qui vous vend des huîtres, des moules, des fruits de mer, vous lui demandez, vous avez des patates de mer. En général, ils en ont. C'est pire, c'est pas très régulier comme une patate. Les patates sont relativement régulières, rondes, oblongues, etc. Et là, il vous dit, mais voilà ma patate de mer. Mais il faut qu'il vous l'ouvre. Alors, il vous la coupe en plein milieu. Et au milieu de cela, au milieu de cette patate de mer, qu'est-ce que vous voyez? Un produit d'une très belle couleur, jaune, extrêmement fort. Et puis, il vous fait goûter à la petite cuillère. Waouh! Là, c'est de l'iode. Extraordinaire. Vous fermez les yeux, vous êtes au bord de la mer, il ne vous reste plus qu'à plonger. Vous voyez? Donc, patate de mer, pour ceux qui sont en hypothyroïdie, c'est bon, vous pouvez vous régaler avec. En plus, des huîtres, des moules, oui, mais il y en a qui disent, moi, j'aime pas. Bon, très bien, on ne vous force pas. Mais si vous n'aimez pas ça, prenez la patate. Enfin, j'en sais rien, débrouillez-vous. Mais les produits de la mer, on est d'accord, hein? D'une manière générale, les produits de la mer sont une source d'iode, surtout quand on n'apporte pas suffisamment de sel. Ouais. On considère que en moyenne, une alimentation lambda, sans faire de distinguo particulier, elle apporte facilement 50 microgrammes d'iode par jour. Alors pour une personne, il en faut 125, 130, 150. Plutôt 150 selon l'âge. Ouais. Chez l'adulte, 150. Chez la femme allaitante, 250. Si je suis enceinte, pas moins, mais c'est le 100 de plus, je crois. Femme enceinte et femme allaitante, 250 microgrammes par jour. Voilà. Donc, Puis chez l'enfant, on va être aux alentours de 2-3 microgrammes par jour et par kilo. En général, on va dire aux alentours de 70-100 microgrammes selon la tranche d'âge, sachant que le besoin par kilo de poids corporel en iode est supérieur chez l'enfant que chez l'adulte. Parce que chez l'enfant... de l'enfant, oui, bien sûr. Le besoin de l'enfant par kilo, c'est logique. Absolument.
Voilà, le déficit en iode chez un enfant peut contribuer à des explications d'enfants, par exemple, qui sont fatigués, dont la croissance se ralentit. Un peu de Lugol. Oui, voilà. Par exemple, bien sûr, plus de poissons aussi, parce que le poisson va apporter d'autres choses. Donc, moi, je dirais sur les deux. Poisson, bien sûr. Voilà, le poisson... Mais cuisson à la vapeur douce, il ne faut pas les cuire quand même trop. Pas les brûler, bien évidemment. Pas les cramer, oui. Voilà, mais le poisson va avoir d'autres intérêts, parce qu'il va apporter de l'iode, il va apporter d'autres oligo-éléments, comme le zinc, c'est une bonne source de fer selon les poissons. La sardine, par exemple, en contient autant que le bœuf. Ouais. Voilà, le thon peut en contenir plus. Bref, donc il faut choisir les poissons aussi, plutôt des poissons de petite taille, pour éviter d'avoir trop de mercure, mais les poissons apportent aussi du sélénium. Et le sélénium, c'est lui qui va permettre à une enzyme d'enlever l'atome d'iode au bon endroit. Parce qu'il y a un seul endroit... Oui, parce que le T4, il faut devenir T3. Voilà, c'est ça. Et parce que c'est T3 qui est actif, c'est ça? C'est la forme T3 qui est la plus active. Je veux dire que c'est T4 qui est actif. Non, c'est T3 qui est actif. C'est la T3 qui est la plus active. D'accord. Donc il faut enlever l'atome d'iode au bon endroit. Si on ne l'enlève pas au bon endroit, on va avoir ce qu'on appelle une reverse T3 qui est capable de maintenir la TSH au bon niveau. D'accord. Sauf que elle n'est pas active, elle n'est pas reconnue comme, par le récepteur. Donc on a les symptômes, le médecin va voir les symptômes de l'hypothyroïdie, sauf qu'il y a une TSH qui est parfaitement normale. Donc on appelle ça une hypothyroïdie fruste. Et ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Pas tellement à cause de l'apport en iode, qu'on peut contrôler, alors non pas par l'iode sanguin, mais la iodurie. Il y a deux façons de faire. Oui, il y a un taux dans l'iodurie. Oui. Voilà, en fait, c'est l'excrétion... C'est-à-dire la quantité de iode dans l'urine. Qui est excrétée, voilà. Soit sur la première urine du matin, on considère que c'est fiable. Sinon, la iodurie sur 24 heures, c'est un petit peu plus pénible à récupérer. Les deux, en tout cas, fonctionnent. Et quand on a une iodurie qui est aux alentours de 150 microgrammes par jour, on se dit que bon, ça veut dire comme on en excrète à peu près 90%, ça veut dire qu'on est un peu au-dessus, on considère que c'est bon. Mais on peut augmenter un peu les apports en iode, il ne faut pas trop augmenter non plus, parce que ça peut être contre-productif. Mais il faut aussi penser au sélénium. Et parfois, il y a des personnes qui ont une iodurie qui est dans le haut de la norme, voilà, une TSH qui est peut-être élevée, malgré tout. Et en fait, on a une activité de la T3 qui est insuffisante, parce qu'on a un manque de sélénium. D'où la fatigue, d'où... autrefois, on parlait, autrefois, il n'y a pas très longtemps, de fatigue chronique. Maintenant, c'est devenu la fibromyalgie. Bon, vous voyez, on est passé de changement de nom d'une maladie à une autre maladie, qui est reconnue quand même maintenant, la fibromyalgie. Mais chez quelqu'un qui est fibromyalgique, il n'y a aucun doute qu'il faut contrôler la TSH. Là-dessus, ça me paraît important de savoir où il en est la personne. Ça suffira probablement pas, mais oui, il y a aussi des dimensions douloureuses, douleurs articulaires, musculaires. Donc, c'est un cadre qui est très complexe et il n'y a pas deux personnes atteintes de fibromyalgie qui se ressemblent. Ouais. Donc, c'est beaucoup une question de terrain, en fait. Hein. D'accord. Alors, donc, il faut quand même parler d'une maladie qui est hyper fréquente, et les médecins le savent bien, qui s'appelle la maladie de Hashimoto. Monsieur Hashimoto, je ne sais pas quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est parti, mais c'est lui qui a découvert, tout simplement, une maladie auto-immune. Tiens, auto-immune, mais dans auto, il y a automobile, mobilité de moi, et puis immune, immunité de moi. Une maladie auto-immune, bien oui, c'est une maladie de votre immunité. Que passe-t-il? Eh bien, il se passe que votre thyroïde se met à chahuter. Pourquoi? Parce qu'elle fabrique elle-même des anticorps contre elle-même. C'est quand même normal. Fabriquer des anticorps contre sa propre thyroïde. Mais c'est quoi ça? Eh bien oui, il y a deux types d'anticorps. La antithyroglobulines, et puis l'autre, je n'ai plus le nom en tête. Antithyroperoxydase. Voilà, antithyroperoxydase. Donc, ça veut dire deux enzymes qui se mettent à aller fabriquer, tout simplement, des choses contre la thyroïde et on devient hypothyroïdien. C'est ça la maladie de Hashimoto, d'accord? Et cette maladie de Hashimoto, c'est extrêmement fréquent, tellement qu'à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une affaire importante, parce que quand il y a une maladie de Hashimoto, eh bien, il faut prendre de la thyroxine, ou il faut prendre du lévothyrox. Bon. Et puis le lévothyrox fabriqué par un labo a été changé dans sa formulation. Il y a eu des problèmes de diarrhée, de troubles digestifs. Il y a eu même un procès. Il y a eu un procès contre le labo. Ils ne vont pas rentrer dans le détail, mais bon, ça a été une véritable affaire parce qu'il y a tellement de gens qui ont des problèmes qui ont la maladie de Hashimoto. Mais alors, d'où elle vient la maladie de Hashimoto? Parce que moi, j'ai pas envie d'en avoir une. C'est un phénomène auto-immun, donc la conséquence se porte sur la glande thyroïde, mais le problème de départ, il est auto-immun.
Donc la vraie question, c'est est-ce que il est possible justement de faire en sorte que le système immunitaire se calme et cesse d'agresser la thyroïde. Mais qu'est-ce qui peut le faire, pas se calmer, mais nous faire fabriquer des anticorps thyroïdiens? Est-ce que l'alimentation peut être en cause? Le point de départ de régulation de l'immunité spécifique, parce qu'il s'agit de l'immunité spécifique, on fait la différence entre l'immunité non spécifique et l'immunité spécifique. L'immunité spécifique, c'est je repère une sorte de carte d'identité d'un agent potentiellement pathogène, je le garde en mémoire et quand il se manifeste, je produis des anticorps contre cet agent pour le détruire. L'auto-immunité, le problème, c'est que cette immunité spécifique est basée sur des anticorps contre des structures qui font partie du soi. Bien sûr. Voilà, donc on va détruire C'est de l'anti-soi, quoi. Voilà, c'est ça, on va finir par détruire des tissus qui peuvent être, selon les pathologies auto-immunes, intestinaux, articulaires ou autres, ou même neurologiques, ou bien thyroïdiens, pour le coup. Donc le point de départ du problème immunitaire, dans la littérature scientifique depuis 25-30 ans, peut-être même un peu plus, on parle beaucoup justement du site d'activation de la plupart des lymphocytes T. Les lymphocytes T, ils sont nés dans la moelle osseuse et ensuite ils vont, entre guillemets, faire leur école de base jusqu'au bac au niveau du thymus. Pour apprendre la mémoire. Voilà, pour apprendre les bases de leur fonction physiologique, tout simplement. Et après, ils vont aller se disséminer dans des endroits stratégiques qu'on appelle des tissus lymphoïdes, qui sont placés à des endroits où le contact avec les lieux où le risque infectieux est plus élevé est étroit. Donc ça peut être sous la peau, ça peut être au niveau des amygdales, ce sont des tissus lymphoïdes. Et puis il y en a tout le long de l'intestin avec une densité particulière au niveau de la fin de l'intestin grêle. Donc c'est au niveau du système digestif en particulier qu'une très très grande quantité de lymphocytes T apprennent donc à reconnaître un anticorps, reconnaître un antigène, et produire des anticorps spécifiques. Un antigène extérieur à moi, voilà. Et donc pour neutraliser cet antigène qui peut être toxique pour moi, eh bien les lymphocytes vont fabriquer des anticorps. C'est ça. Alors, la façon dont les lymphocytes T vont être régulés, c'est que il va y avoir une cellule qu'on appelle une cellule présentatrice d'antigènes, ouais, qui vont devoir présenter un antigène qui va activer ce lymphocyte T. Voilà, ce moment-là, c'est un moment clé de la régulation de l'activité immunitaire. Si la présentation de l'antigène se fait de façon anarchique, le lymphocyte T risque de devenir statistiquement plus souvent trop agressif. C'est lui qui va fabriquer l'anticorps. C'est lui qui va fabriquer les anticorps. C'est ça, tout à fait. S'il a mal été activé, si on lui a montré un antigène mal choisi, il va produire des anticorps contre le mauvais antigène. Oui, mais comme l'antigène vient de l'extérieur de mon corps, ça veut dire que c'est l'alimentation qui est en cause, là. Alors, parce que si ça se passe là au niveau du tube digestif. C'est en partie l'alimentation qui est responsable, mais plutôt de façon indirecte. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une porosité de cette barrière sélective de l'intestin. C'est un vrai sujet. Si cette barrière sélective intestinale est trop poreuse, parce que normalement elle est censée être dans une forme d'imperméabilité, mais sélective. C'est-à-dire que tout ce qui passe la barrière intestinale doit être parfaitement reconnu et passer vers la circulation. Certaines choses passent et d'autres passent pas. Voilà. Et ça doit être parfaitement maîtrisé à très très peu de choses près. Donc là, c'est vraiment la douane où tout le monde passe à la fouille. Donc si tu es en bonne santé, passe les bonnes choses. Oui, après, il y a bonne santé et bonne santé. Oui, mais parfaite santé intestinale veut dire parfaite santé immunitaire. Donc par extension, trouble immunitaire veut dire probablement, très très probablement, voire quasiment sûrement, un problème justement dans ce phénomène de l'activation des lymphocytes T. Donc il faut aller chercher du côté de la santé intestinale, de la santé de cette barrière intestinale. Et là, le modèle alimentaire, pas seulement, mais peut avoir une forte influence sur l'état de santé de la barrière intestinale. Il y a aussi d'autres éléments comme les excès d'antibiotiques qui perturbent fortement le microbiote intestinal. Il peut y avoir aussi le stress, notamment le stress chronique, qui, en augmentant la production de cortisol, va freiner le système d'auto-entretien de la muqueuse intestinale et risquer de favoriser le développement de cet intestin poreux avec toutes les conséquences immunitaires qu'il va y avoir derrière. Alors, une chose intéressante, c'est que d'un point de vue embryologique, la thyroïde se forme à partir d'un bourgeonnement à partir de l'intestin primitif. Donc les liens
Voilà, les liens entre les deux, les liens entre les cellules qui déterminent l'imperméabilité sélective de la barrière intestinale et les cellules, c'est la même famille de tissus, c'est un épithélium, eh bien, il y a des liens très très étroits, il y a très probablement des dialogues, peut-être que les biologistes les connaissent, moi je les connais pas, c'est au-delà de mes compétences, mais il y a très certainement un dialogue entre les deux qui serait intéressant à creuser et qui permet probablement d'expliquer pourquoi les liens entre la santé intestinale et les thyroïdites auto-immunes, parce qu'il n'y a pas que Hashimoto, il y a PASDO, etc. Donc ces liens pourraient être expliqués par là, et de fait, quand on arrive donc à améliorer nettement la santé digestive, le microbiote, etc. d'un patient qui a une maladie de Hashimoto débutante, eh bien, il se peut que les choses s'arrangent, sous contrôle médical bien sûr, et le médecin va constater que la TSH revient dans les normes, les niveaux de T3, T4 reviennent dans la norme, et puis il va baisser progressivement le traitement, et tout en... Oui, c'est-à-dire que il va donner à ce moment-là, il va remplacer l'hormone thyroïdienne, puisque la thyroïde, on ne fabrique pas assez. Mais au fond, moi, ce que je retiens quand même, c'est que si il y a un intestin poreux, ça veut dire que passent des choses qui sont pas bonnes, et peut-être des lymphocytes dont tu as parlé, qui sont des éléments très importants de notre immunité, qui se mettent à fabriquer des anticorps contre ma thyroïde. Bon, donc ça veut dire que face à une maladie d'Hashimoto, il faut regarder vos habitudes alimentaires. C'est là que tu vas fouiller. Bien sûr, toujours. D'accord. Toujours. Et tu vas rechercher un intestin poreux. Et s'il est poreux, tu vas l'aider à cicatriser pour que passent les bonnes choses. Pendant ce temps, le patient prend du lévothyrox, c'est-à-dire de l'hormone thyroïdienne substitution, c'est-à-dire substitution par rapport au fait qu'il n'en fabrique pas assez. Et donc, il va avoir à suivre son taux des anticorps. Et ce taux des anticorps, admettons, on va dire n'importe quoi, qu'il est à 500, il peut être même au-delà de 500, on doit le voir régresser. Et moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai suivi comme ça des patients en leur disant, mais tous les 4 à 6 mois, il faut regarder votre taux des anticorps antithyroïdiens, parce que certes, ils étaient élevés et votre thyroïde était insuffisante, mais on va les voir baisser. C'est ce qui va permettre ensuite la réduction du traitement substitutif. Mais il est certain que plus longtemps vous avez pris du lévothyrox pour votre maladie de Hashimoto, plus lent sera la réduction de vos taux d'anticorps, et parfois vous ne pourrez pas reprendre ou refaire partir votre thyroïde, la refaire fonctionner. Mais ça veut dire que la première clé de cela, c'est quand même au niveau digestif. Quand je prends des œufs, il y a de l'iode dans le jaune de mon œuf. Ça dépend de ce que les poules ont mangé. Oui, voilà, si elles ont mangé les bonnes choses. Donc, c'est là que le mode de production des denrées alimentaires a quand même énormément d'importance. Il faut quand même le souligner. Quand on est dans une production qui suit des codes entre guillemets naturels, il ne faut pas être naïf non plus, tout n'est pas parfait dans la nature, mais quand on suit une logique géologique, etc., on peut se retrouver avec des quantités d'iode un peu plus importantes ou des quantités d'oméga 3 par exemple un peu plus importantes dans tel et tel aliment. Donc le choix de la qualité est un choix qui a quand même son importance. Voilà, donc le choix de la qualité de l'aliment, c'est-à-dire où est-ce que cet aliment a été préparé, c'est-à-dire les cocottes, je ne suis pas obligé d'aller chercher les cocottes au fond de la Méditerranée quand même. Bon. Non, ça va être compliqué. Ouais, d'accord. Mais bon, ça c'est quand même très important. Et est-ce qu'il y a, en dehors des produits de la mer, d'autres produits, bon j'ai parlé de l'œuf, qui peuvent être intéressants. Moi j'ai remarqué une chose, qu'il y a un produit que l'on consomme d'une manière excessive et sans le savoir, qui est du soja. Et figurez-vous que dans le soja, il y a un produit qu'on appelle la goitrine. Goitrine, ça veut dire que goitrine, il y a un produit qui est en relation avec les goitres, avec la thyroïde. Et comme je le disais tout à l'heure, quand il y a une grosse thyroïde, c'est rare que ce soit une hyperthyroïdie, c'est plutôt une hypothyroïdie. Une thyroïde qui ne reçoit pas suffisamment d'iode. Ça veut dire que l'alimentation est insuffisante en iode. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que ce dont tu parles, la goitrine, qui est un composé soufré, alors il n'est pas propre au soja, il est plus propre aux crucifères, donc les choux, les brocolis, les choux de Bruxelles, etc. La moutarde aussi, ça donne voilà, le côté un peu piquant, un peu soufré de ces aliments-là. Dans le soja, c'est un autre composé, je crois que c'est plus lié à l'ensemble de certains effets endocriniens du soja qui pourraient pénaliser la thyroïde, mais les personnes qui consomment, alors il faut être précis, de trop grandes quantités de crucifères,
Hein, l'idée, c'est de pas du tout d'arrêter d'en consommer. Au contraire, parce qu'il y a énormément de composés très utiles produits, à la santé. c'est ça. Oui. Voilà. Par contre, c'est plutôt ce qu'on va pointer du doigt, c'est une monotonie alimentaire. Vous mangez tout le temps des brocolis parce que soit vous adorez ça, soit vous avez lu ou entendu quelque part que c'était un aliment anti-cancer. Il faut prendre du recul par rapport à ça et dézoomer. Il n'y a pas d'aliment anti-cancer, il y a un modèle alimentaire anti-cancer. C'est le fait qu'il y ait une certaine régularité et une très grande diversité dans les habitudes alimentaires, en mettant beaucoup de produits frais, de produits de saison, de produits pas trop cuits, pas trop de produits transformés, zéro produit ultra transformé, etc. Qu'on arrive à avoir une alimentation qui est bonne pour la santé, un petit peu tous azimuts. Donc c'est vraiment le côté très monotone et répétitif du modèle alimentaire qu'on va pointer du doigt. D'où l'importance de cette diversité, parce qu'on aura une diversité de nutriments pour le microbiote intestinal, et on évitera d'avoir des surdosages de plein de choses qui iraient, de l'oxalate aux composés soufrés, donc qui empêcheraient l'absorption d'iode quand on en a en trop grande quantité. Alors, on a passé pas mal de temps sur ces sujets, mais je voudrais terminer parce que si les écolos étaient là, évidemment, ils nous sortiraient l'accident nucléaire. Bon, alors j'ai pris quelques notes pour pas me tromper, parce que l'accident nucléaire, c'est quoi ? C'est que tout d'un coup, s'il y a une fissure, plus que ça, d'une centrale nucléaire, où qu'elle soit, eh bien, il y a une libération d'un iode radioactif qui s'appelle tout simplement l'iode 131. Et le danger, c'est que cet iode 131, il va être pompé, entre guillemets, par la nature, mais il va être aussi pompé par des thyroïdes qui sont des thyroïdes humaines. Voilà. Et l'iode 131 en excès dans une thyroïde humaine, c'est, attention, le risque de cancer. Donc, soyons bien clairs, il y a là des possibilités thérapeutiques qui sont parfaitement connues, en particulier du ministère de la Santé et du ministère des Armées, parce que ça peut arriver à l'occasion d'un conflit nucléaire que personne évidemment ne souhaite. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va à ce moment-là faire que votre thyroïde soit stabilisée, en ce sens qu'elle ne puisse pas consommer ou prendre cette iode 131 qui circule dans la nature, dans l'air, dans les nuages, dans tout ce que vous voudrez, et puis dans la terre, pour que votre thyroïde ne puisse pas capter cette iode 131. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va vous donner une substitution. C'est un iodure de potassium, et cet iodure de potassium a une dose qui est tout à fait précise en un comprimé pour un enfant comme pour un adulte de 130 mg de iodure de potassium qui lui n'est pas radioactif, mais c'est pour saturer, voilà, le mot c'est saturer, pour saturer votre thyroïde de telle façon que votre thyroïde ne capte pas un produit qui est toxique pour elle-même. Même votre chat, même votre chien, eh bien vous lui donnerez la moitié d'un comprimé, c'est quand même assez joli, mais vous ne pouvez pas le faire tant que le ministère de la Santé ou le ministère des Armées ne vous a donné le feu vert et ne vous a permis de distribuer ces produits-là en cas, encore une fois, de problème nucléaire. Je voulais l'ajouter parce que je savais que si on n'en parlait pas, on nous aurait reproché de ne pas en avoir parlé. Voilà. En conclusion, Jean, essaye de faire la conclusion. Et juste avant, je voudrais, vous savez, c'est très rare que je fasse ça, mais faire la promotion d'un bouquin qui m'a été envoyé, qui est le tome 1, qui s'appelle Hashimoto. Hashimoto, c'est la maladie de Hashimoto, qui a été écrit, et il est absolument remarquable, par une naturopathe, une femme qui était juriste, tout ça, elle était dans son métier, passionnée, mais elle était crevée, elle était fatiguée. Tellement fatiguée qu'un jour, elle s'est mise à travailler sur elle-même, à essayer de comprendre. Et elle a compris qu'elle avait une maladie de Hashimoto. Et je dirais que c'est elle-même qui a fait le diagnostic. Et les médecins, évidemment, ils ont suivi parce qu'elle leur a démontré. Et elle a écrit ce premier tome qui s'appelle donc Hashimoto, qui a été préfacé par un de mes collègues. Elle s'appelle Albena Gauthier. Eh bien, écoutez, c'est extrêmement rare que quand je reçois des bouquins comme ça, je puisse en parler publiquement. Je n'ai aucun intérêt à parler de ce livre. Simplement, c'est le vôtre. Tous ceux qui avaient une maladie Hashimoto, je vous assure, c'est le tome 1. Comment je suis sorti de l'errance médicale grâce à la naturopathie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne regrette pas d'avoir mon épouse elle-même qui est naturopathe, qui a été passionnée évidemment par ce livre. Et quand on a de la nutrition, un micronutritionniste chez soi ou je dirais un naturopathe, on a de grandes chances d'être en très bonne santé. Je te laisse la conclusion sur les problèmes de la thyroïde, de l'hyper, de l'hypo, des choses qu'il faut essayer de retenir vraiment
pour être en pleine forme? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'iode est effectivement très important, mais il ne faut pas le surdoser non plus, parce qu'on sait que si vous êtes à 3, 4, 5 fois les apports quotidiens normalement conseillés sur un temps trop long, vous risquez de déréguler votre thyroïde, même s'il y a un système qui permet d'adapter en réduisant l'absorption de l'iode par la thyroïde, à la longue, c'est quelque chose qui peut être contre-productif. Et d'un autre côté, vouloir prendre soin de sa thyroïde, ça n'est pas que donner de l'iode. Il faut aussi penser au sélénium dont j'ai un petit peu parlé. La carence en sélénium est associée à des troubles de l'immunité, y compris d'ailleurs des troubles qui peuvent concerner la thyroïde. Donc avoir un apport en sélénium correct, c'est un autre sujet d'importance. Et puis ensuite, à chaque fois qu'on a besoin de travailler sur la synthèse de certaines protéines, comme c'est le cas de la thyroglobuline, à partir de laquelle on extrait donc les hormones thyroïdiennes, eh bien, on a besoin d'avoir du zinc. Donc, en fait, il faut dézoomer sur le modèle alimentaire, prendre soin de son microbiote, de ses apports en oligo-éléments, notamment iode, bien sûr, sélénium, zinc, et sans oublier les autres. Et puis ensuite, prendre soin de son microbiote, son immunité, une alimentation anti-inflammatoire, et puis donner une place correcte aux produits de la mer qui vous apporteront non seulement de l'iode, mais aussi d'excellentissimes protéines qui sont parfaites, des oméga 3 dont on a beaucoup besoin et dont on manque facilement, et plein d'oligo-éléments, donc si ce sont notamment des produits issus de la mer, et pas de trop grande taille pour limiter donc les risques liés à un excès de mercure. Le mercure, parce que tu as tout à fait raison, le mercure empêche l'iode de faire correctement son boulot au niveau de la thyroïde. Et j'ai oublié une chose pour les futures mamies. Ah, qui c'est les futures mamies? Les futures mamies, ce sont les femmes ménopausées. On vous fait croire que la ménopause est une maladie. Tout ça est entièrement faux. C'est les laboratoires qui sont derrière pour vous donner un traitement hormonal substitutif de la ménopause. Mais sachez quand même que quand vous arrivez à la ménopause, vos ovaires ils sont un peu au repos, ce qui est un peu beaucoup au repos. Donc, vous ne pouvez plus faire une grossesse, avoir un enfant. C'est trop tard, il fallait le faire avant. Donc, vous avez un taux de progestérone qui est un peu plus bas. Eh bien, quand votre taux de progestérone est un peu plus bas, attention, la T4 a des difficultés à devenir T3. Donc ça veut dire que ça c'est intéressant pour les femmes qui sont fatiguées à la ménopause parce qu'on ne leur a pas bien expliqué, parce qu'on veut systématiquement leur donner un traitement hormonal substitutif. Attention, augmentez votre prise d'iode, tout simplement, moi je dirais Lugol. La solution de Jean Lugol, je reviens sur lui parce que c'était un type qui avait véritablement du génie. Vous allez à la pharmacie, vous commandez du Lugol, tout simplement, et si on vous dit, il n'y en a pas, eh bien, le préparateur, avec le pharmacien, sous les ordres du pharmacien, va vous préparer tout ça, et s'il ne peut pas le faire, ou s'il n'a pas le droit, ou j'en sais rien, une autre pharmacie le fera, et vous aurez votre solution à 1%. Moi, je prescris 2 gouttes à 1%, tout simplement, au moment du repas. Voilà, ça coûte 3 fois rien et souvent, ça permet pour les futures mamies de remonter la pente et d'oublier les méfaits de la ménopause, certains d'entre eux. Merci beaucoup. Et donc, ce bon moment que nous avons passé ensemble, n'hésitez pas à le partager autour de vous, parce que malheureusement, des problèmes thyroïdiens dans notre société, il y en a beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes, parce que, attention, la maladie de Hashimoto n'est pas que pour les femmes, de la même façon que l'hyperthyroïdie n'est pas que pour les femmes, les hommes sont également touchés, et certainement de plus en plus, donc n'hésitez pas à voir, à revoir, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur notre association Famille, Santé, Prévention. Vous devenez membre correspondant tout simplement à 27 € par an. C'est que dalle pour une famille et pour une année. Et nous répondrons à toutes vos questions. À très bientôt pour un prochain Instant Joyeux. Merci beaucoup Jean pour ta présence et tous les éléments que tu as apportés comme toujours en rentrant dans le détail. Souvenez-vous, ce qu'il a dit, le tube digestif, souvenez-vous, l'intestin poreux, pas bon. Donc tout ça, il faudra en plus faire un webinaire sur vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'intestin poreux pour que vous ayez une bonne cicatrisation. À très bientôt. À bientôt.